Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à cette émission spéciale intitulée Art et résilience, l'espoir au milieu des crises. Le Burkina Faso, à l'instar des autres pays du Sahel, est confronté à une crise sécuritaire sans précédent, en particulier depuis les 4 dernières années, et le secteur culturel, comme d'autres secteurs, subit les conséquences de cette crise qui se traduisent par un ralentissement de l'activité culturelle. Et malgré cette crise, l'art et la culture continuent de jouer un rôle essentiel dans la résilience des communautés locales. Pour aborder le sujet, nous avons sur ce plateau 3 personnes ressources, à savoir Monsieur Salif Sanfo, communicateur, entrepreneur culturel, ancien député à l'ALT1, représentant de la société civile culturelle, promoteur du spectacle Bonne Année et Ouistiti-d'Or. On a également Madame Sophia Idikam, poétesse, nouvelliste, romancière, dramaturge et auteure de contes, spécialiste dans la scénarisation radiophonique. Et nous avons également Monsieur Sayouba Jacob Bamogo, régisseur son et lumière de plusieurs festivals nationaux et hors de nos frontières, enseignant vacataire à l'université Joseph Kizerbo et plusieurs universités de la place. Soyez les bienvenus sur le plateau de Burkina Info. Merci beaucoup de nous recevoir. Alors, chers téléspectateurs, avant d'aborder la question de long en large avec nos invités du jour, je vous propose d'abord de suivre cet extrait d'Aristide Tarnada, metteur en scène, directeur des Récréatrales. Il apporte son analyse au thème art et résilience. Suivons ensemble. Je veux dire que je tire mon chapeau aux acteurs culturels, aux espaces culturels, parce que malgré le contexte très très difficile, un contexte où le soutien, où les soutiens au secteur culturel et artistique se font très rares, un contexte sécuritaire très très tendu, donc malgré tout ça, les acteurs de la culture essaient de cultiver l'espoir, de cultiver la joie, de cultiver la beauté, de faire en sorte que ce pays soit un pays digne, soit un pays fréquentable, entre guillemets. En tout cas que nous travaillons, nous déjà, à croire en nous-mêmes et à continuer de célébrer la vie ici au Burkina Faso, malgré un contexte très très morose et très difficile. La culture est tout le temps en résilience. La culture essaie tout le temps de résister face à l'affaissement des différentes valeurs qui permettent à l'être humain de préserver sa dignité, de préserver la vie humaine, de préserver la sacralité de la vie en fait, et de faire en sorte que la vie soit agréable. Et la plupart des éditions des Récréatrales n'ont jamais été faciles, pour la simple raison que c'est un patrimoine qui est encore fragile, non pas par le contenu artistique, non pas par ce que nous proposons. Il est évident pour le monde entier que les Récréatrales sont un espace, sont un espace dynamique, un espace de dynamisation de la culture. Déjà, ce que l'État consacre à la culture est minime et insignifiante. Voilà. Je ne vais pas verser dans de la polémique, mais il suffit juste de s'organiser. Je prends un exemple. Depuis longtemps, on chante qu'il faut mettre des taxes, ce qu'on a fait aujourd'hui là pour la guerre, ce qu'on est en train de faire, l'effort de guerre. On aurait pu faire l'effort de culture qui nous aurait permis d'éviter d'être en guerre, de faire la guerre. Voilà. Donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire les autres nous tiennent par là. On nous tient
Si on veut s'émanciper, si on veut se libérer, il faut s'affirmer. Et un peuple s'affirme par sa culture et par rien d'autre. Mesdames et messieurs, vous venez de suivre la réaction d'Aristide Tagnagda sur l'apport de la culture et des arts dans la reconquête du territoire national. Alors, honneur aux dames. Pour commencer, Madame Sophie Aïdakam, que pensez-vous des propos de Tagnagda? Mais les propos de Aristide sont tellement justes. Elles sont touchées à l'essentiel. Comme lui, je suis convaincue que le socle de notre tissu social repose sur la culture. Parce que c'est la culture qui nous donne une identité, qui nous donne des repères, qui nous donne des valeurs. Et tout cela est transmis à travers l'éducation. Et je me dis que notre identité se forge à partir de nos identités individuelles, collectives, qui sont façonnées par notre éducation en fonction de nos ethnies. Mais en réalité, tout se recoupe parce que c'est universel à l'intérieur d'un même pays. Tout est imbriqué et c'est par la culture que nous arrivons à nous comprendre et à communiquer. Et donc, je me dis, ce qu'il a posé comme problématique, c'est tellement pertinent parce que la culture, qui aurait dû être la rampe de lancement même de notre épanouissement et de notre développement, cette culture-là, elle n'est pas soutenue. Et l'idée qu'il a lancée, l'effort de paix, quand la paix viendra, il faudrait qu'on songe à l'effort de culture pour la reconstruction, parce que c'est important. Quand on a une identité forte, on sait d'où l'on vient, on connaît les valeurs dans lesquelles on a baigné, on sait qui sont nos parents, qui sont nos grands-pères, on sait qu'il y a certaines choses qui n'ont jamais existé dans notre famille, et c'est difficile qu'on puisse céder face à la manipulation, à l'instrumentalisation. Et c'est ça qui permet d'être vraiment bien dans sa tête, droit dans ses bottes, et puis aller de l'avant. Voilà. Alors je me tourne à présent vers Salif Sanfo. Vous venez d'écouter les propos d'Aristide Tagnagda qui soutient qu'il faudrait penser à l'effort de culture. Êtes-vous d'avis? Moi je suis plus que d'avis. Ce qu'Aristide a dit est tellement vrai. Et vous savez, l'UNESCO dit que la guerre naissant dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être érigées les défenses de la paix. Et je suis très heureux que le gouvernement de transition ait passé d'un discours d'effort de guerre pour aujourd'hui aboutir à l'effort de paix. Et pendant qu'eux, ils sont au front pour justement la reconquête de notre territoire, nous, on est sur d'autres fronts. Nous sommes des soldats de la paix. Nous sommes en guerre contre la guerre et nous sommes surtout en guerre contre les effets de la guerre. Comme Sophie l'a dit, lorsqu'il y a une guerre, par exemple, et qu'on détruit des édifices, on revient reconstruire. On revient refaire la peinture, l'étanchéité, on reprend les routes. Mais qui reprend les hommes? Il y a des gens qui sont détruits. Vous les voyez comme ça, ils ressemblent à vous et moi, comme tous les invités ou tous ceux qui nous suivent. Mais ils sont détruits de l'intérieur. Il y a des gens qui ne peuvent plus supporter même d'entendre une chambre à air exploser. Parce que ça leur rappelle... voilà. Mais c'est ça la terreur. C'est ça la peur. Et nous sommes en guerre contre la peur. Quand vous allez regarder un film comique, quand vous allez voir un spectacle d'humour, le temps du spectacle, vous vous oubliez. Vous oubliez tous les problèmes. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, la culture, elle est très importante. Elle est le début et la fin de tout. Et on entend beaucoup, souvent d'hommes politiques, dire que la culture, c'est ce qui nous reste lorsqu'on a tout perdu. Doit-on attendre de perdre tout pour se rappeler de la culture? Je pense que non. Et il a donné l'exemple du soutien à la culture. Le Burkina Faso est connu comme étant un pays de culture. Nous avons de grandes manifestations culturelles aujourd'hui qui font notre fierté depuis plus de 50 ans. Mais est-ce que vous imaginez qu'aujourd'hui, dans le budget national,
nous avons 0,34% pour la culture. Je pense que maintenant, avec la communication et tout, on tourne autour de 0,66%. Même pas 1% du budget national. Donc, comment on peut faire pour tirer le secteur vers le haut? Comment on peut faire pour pouvoir redonner les armes aux soldats, justement, pour la reconquête de notre patrimoine culturel qui se meurt, pas seulement au niveau des zones attaquées par les terroristes, mais sur nos écrans, dans nos musiques, dans notre manière de s'habiller. Je profite pour faire un clin d'œil vraiment pour le Faso d'Anfani qui petit à petit reprend ses droits. Moi, je suis très fier d'en porter tout le temps. Je ne suis pas très bazar le bromsinfou comme les Bamogo là, parce que moi, je suis désolé, je suis un Yarga bon teint. Mais c'est pour dire que la question, elle est tellement fondamentale. Aujourd'hui, moi, je rêve du minimum d'1% culturel. Et le fonds de soutien patriotique, pour moi, systématiquement, il faut non seulement, pendant cette période de guerre, penser au relan culturel de la guerre, parce que l'ennemi, il vient forcément d'une culture, il faut comprendre son mode opératoire, il faut comprendre sa psychologie, et la guerre, elle est culturelle aussi. Quand vous allez chez les lobbies, comment le colon n'a jamais pu rentrer dans cette zone, c'est parce que culturellement, ils étaient très bien entraînés, ils avaient leur arc, ils sont d'ailleurs les meilleurs à chaque SNC, ils ont des tranchées, ils ont des grands, vous avez vu les ruines de l'Europénie, ça veut dire que c'est des peuples guerriers et c'est des peuples qui ne monnayaient pas leur liberté, qui n'étaient pas prêts à laisser quiconque, quelle que soit sa couleur, venir marcher sur leur plate-bande. Donc moi, je suis entièrement d'accord avec ce qu'il a dit. Et je voulais rebondir aussi sur votre introduction. Parce que vous avez parlé de cette période justement où la guerre s'est exacerbée. Mais j'ai envie de vous dire que depuis 2015, depuis 2014, les deuils nationaux, avec leur corollaire de 72 heures, de 96 heures d'inactivité, avait déjà commencé à plomber le secteur culturel. La Covid-19 est arrivée. Ça a plombé carrément tous les espaces culturels. Et voilà maintenant que cette guerre s'est exacerbée. Donc ça veut dire que si on regarde dans le rétroviseur, depuis 2014-2015, le secteur vivote. Mais je suis tellement fier d'appartenir à ce secteur parce que malgré que ça ne va pas, les gens sont résilients. Souvent les gens me demandent sans faux, mais comment ça se fait que tu es tout le temps souriant? Et j'ai dit, je me moque de mes problèmes. Parce que les problèmes, comme diraient les religieux, c'est le meilleur ami de l'homme. C'est ni le chien, ni un quelconque prophète, c'est les problèmes. Mais la culture nous permet de revivre, ça permet de redonner espoir, ça permet de se sentir vivre. Voilà, donc c'est ce que je peux dire à chaud sur ce que Aristide a dit et sur ce que vous avez dit dès l'entame de cette émission. Et vraiment, merci beaucoup à Burkina Info de permettre à la plateforme culturelle de Burkina et aux différents opérateurs ici présents de pouvoir parler de la thématique art et résilience, l'espoir au milieu des crises. Nous retenons que la culture est un maillon essentiel pour le développement des sociétés, également pour la crise sécuritaire, pour pallier à cette crise sécuritaire. Monsieur Sayouba Jacob Bamogo, avez-vous quelque chose à ajouter à cela? Je pense qu'ils ont tout dit, que ce soit Aristide, que ce soit Sophie ou le petit Araga, ils ont tout dit. Vraiment, c'est la période à laquelle nous devons nous rester solidaires et nous battre pour notre pays et pour notre culture. Parce que sans notre culture, nous ne sommes rien. C'est ce que je peux dire. Ok. Et pour revenir au thème que nous abordons ce jour qui est, je le rappelle, art et résilience, l'espoir au milieu des crises. Parlons d'abord de l'impact de la crise sécuritaire et humanitaire sur l'art et la culture. Monsieur Jacob Bamogo, quel est l'impact selon vous de cette crise sécuritaire sur le monde des arts?
L'impact est très 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 grave parce que je prends mon exemple. Le festival de Libindé, que beaucoup connaissent, qui se déroule à Kaya. C'est à chaque édition depuis 2015 à maintenant, c'est pas facile. C'est même très très dur, mais c'est comme vous l'avez si bien dit par rapport c'est la résilience. On est obligé de faire malgré tout. Et ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, les gens sont très très sérieux. La population, je veux dire, parce que quand on parle de Kaya, il y a près de 2 millions de personnes, des PDI, près de 2 millions de personnes. Malgré tout, les gens sortent. Par exemple, je prends l'exemple de la dernière édition, on a décidé de faire ça en plein air, pour que tout le monde, malgré la situation de la région et nationale, pour que les gens sortent un peu, pour même si c'est 30 secondes, qu'ils oublient un peu ce qu'ils vivent. Mais c'était des milliers et des milliers de personnes qui restaient là jusqu'à 1h, 2h du matin. Ça veut dire que notre culture, tout le monde, on reconnaît tous que la culture est l'essentiel pour notre vie. Pour pouvoir même s'en sortir, on est obligé de s'appuyer sur notre culture. Surtout que, comme vous le savez très bien, nous faisons également la promotion du savoir-faire ancestral des forgerons et le rôle social du forgeron. Et quand on a organisé des ateliers pour en tout cas sensibiliser, le vivre ensemble, c'était formidable. Beaucoup se sont déplacés, il n'y a pas d'ethnie, tout le monde. Si vous arrivez, vous avez tout le monde. Et ça faisait vraiment chaud au cœur. Et c'était pour dire que on doit vraiment se mettre au sérieux. Et je profite de demander au gouvernement de nous aider, de nous accompagner, parce que sans notre culture, on n'est rien. C'est à travers notre culture qu'on peut vraiment se battre et aller très loin. Madame Kam, qu'est-ce que vous avez à dire sur l'impact de cette crise sécuritaire dans le monde des arts? Je dirais que ça a été catastrophique parce que quand on ajoute au Covid, parce qu'il y a beaucoup d'espaces de création et de diffusion qui ont été fermés, on a la désaffection même au niveau du public des espaces de diffusion et le ralentissement, du moins la mise en berne même de certaines créations qui ne peuvent se faire sans le public. Pour l'écriture, c'est assez différent parce qu'au niveau de la littérature, le travail étant plus ou moins solitaire, on le fait, mais en dehors de ça, il y a un moment aussi où il faut aller vers le public. Du coup, il y a certains domaines qui ont été beaucoup plus touchés que d'autres. Tout ce qui a trait aux arts de la scène, il y a eu un grand ralentissement, il y a eu des pertes considérables en matière de sous et ça a mis beaucoup d'acteurs culturels au chômage. Ça fait un grand manque à gagner sur le plan économique et au niveau même de la vie de ceux qui en vivent, il y a un grand coût parce qu'il n'y a pas de compensation, il n'y a pas de soutien et déjà que les artistes vivent au jour le jour, c'est pas du tout évident en temps normal. Et donc, en temps de crise où on ne peut pas présenter un spectacle, on a fait des créations. Je me rappelle pour la période de la Covid, on était à quelques semaines de la SNC, quand ça a été annulé, reporté pour une date ultérieure. J'étais à Bobo à l'époque et j'ai vu comment les gens étaient découragés. Beaucoup avaient investi même dans les régions, payé les tenues pour les spectacles, ils ont fait des répétitions. Et beaucoup avaient déjà réservé des stands. Bon, ça n'a pas pu avoir lieu. Donc, imaginez l'impact financier sur la ville et même sur ces personnes-là. Et donc, le terrorisme étant encore plus grave dans les régions où les gens ont déserté, ça veut dire que tout est mort. Et les impacts sont vraiment considérables. Alors, Monsieur Salif, la crise sécuritaire a-t-elle eu aussi un impact dans votre domaine d'activité? Absolument, absolument. C'est comme je vous ai dit, je ne souhaite souvent pas qu'on circonscrive la crise à cette période seulement, mais c'est comme je dis, c'est depuis la période même pré-Covid, la période Covid, la période post-Covid. Déjà, moi personnellement, j'ai au moins 2 spectacles
qui ont été annulés à cause des deuils nationaux. Et j'ai failli annuler une édition de mon festival d'humour parce que je pense que c'était en fin d'année, je me rappelle, je pense que c'était le 28, on a eu une attaque de la gendarmerie. Je profite vraiment pour m'incliner en mémoire de tous les FDS et VDP ou victimes collatérales tombées. Et il y a eu annulation simultanée du spectacle de fin d'année et par la mairie de Ouaga et par la mairie de Bobo. Pourtant, le concept que j'ai développé ces 14 dernières années, donc le festival Bonne Année Ouistiti d'Or, l'idée c'est de commencer le nouvel an dans la bonne humeur, de sorte que cette bonne humeur puisse s'étendre sur toute l'année. Voilà, comme un effet de contagion. Je pense que le symbole de la résilience, c'est quand même de rester debout. Bon, on m'avait permis de le faire et Dieu merci, il fallait encore redoubler plus d'efforts dans la communication pour mobiliser les gens. À l'époque, les gens avaient peur de sortir. Nous avons décidé, dans le billet d'entrée, de donner en même temps des masques, des visières. Et puis, nous avons, grâce à un partenaire, parce que dans la foulée, j'avais développé une série d'activités pour permettre au secteur de reprendre. On avait créé des lave-mains qu'on appelait Peknougou Eco, qu'on vendait à 9 900. Et puis, on a systématisé le lavage des mains à l'entrée des salles. Parce que je me suis dit un jour, bon, ok, rien ne fonctionne, qu'est-ce qu'on fait? Bon, la fouille, par exemple, à l'entrée des banques, ce n'était pas systématique jusqu'à un passé récent. Bon, maintenant, les gens acceptent de se laisser fouiller. Mais pourquoi on ne systématiserait pas aussi le lavage des mains à l'entrée des salles? C'est ce qui a permis, parce que pendant beaucoup d'opérateurs culturels attendaient un décret levant les mesures, ce décret n'est jamais venu. Et il fallait qu'on prenne nos responsabilités, parce que pendant Covid aussi, il y a eu les élections à Paris. Est-ce que pendant ce temps, le virus était en vacances? Non. Pendant Covid aussi, il y a eu les élections ici. Donc, nous aussi, voilà. Parce que vous savez, comme elle l'a dit, il y a des gens qui vivent au jour le jour, qui vont jouer, et c'est des intermittents. Ils vont jouer dans un bar aujourd'hui, puis dans un autre demain, ils ont, je sais pas moi, 5 000, 7 500, 10 000, 15 000, 25 000 à chaque fois, des musicos. Et quand il y a une crise comme ça, c'est fini. Ils n'ont plus d'entrée. Il y en a qui, en plus de ce que le gestionnaire de la salle va leur payer, bon, voilà, il y a des gens qui seront contents de leur donner encore 5 000, 10 000, parce que justement, ils les auront apporté de l'émotion. Quand on va dans d'autres secteurs, que ce soit au niveau du cinéma, vous avez vu comment les salles de ciné, aujourd'hui, se sont vidées. Quand vous allez au niveau du théâtre, pareil, de la danse, de la musique, voilà. Donc, ça veut dire, en termes d'expression culturelle, en termes de rendez-vous entre les artistes et leur public, ça a pris un sérieux coup. Mais à l'inverse, les artistes sont tellement magnifiques qu'ils ont trouvé moyen d'être non seulement résilients, mais d'être créatifs. Ça veut dire transformer le malheur en bonheur. Aujourd'hui, tout le monde parle de Sira. Mais quel a été l'intrigue de Sira, c'est quoi? C'est le terrorisme. Vous voyez? Et donc, il y a des artistes, au niveau des plasticiens, si vous regardez Ma ville en peinture, avec Adjaratou, c'est magnifique ce qu'elle fait. Regardez, quand vous êtes au niveau du rond-point du 2 octobre, les différentes fresques murales que vous voyez, c'est magnifique. Quand vous regardez au niveau du livre, il y a plusieurs ouvrages qui sont sortis sur la question de l'insécurité, sur la question du vivre ensemble, sur la question du terrorisme. Il y a plein de films qui sont sortis là-dessus. Vous voyez? Et quand vous regardez même au niveau des militaires, on a des militaires aujourd'hui, Kézi, et comment il s'appelle celui-là dont le nom m'échappe toujours, mais voilà, j'étais fier de voir les étalons chanter Mamia la Sodara, Sodara. Voilà, parce qu'on a besoin de ça. Même au temps de nos ancêtres, ce sont les chansonniers, les tambouriniers qui vous galvanisent. Hein? Hein? Souvent même tu as peur. Mais on dit non, bah, le griot il va tellement t'encenser que même les balles auront peur de te rencontrer. Donc je pense que c'est ça. Mais impacter, honnêtement, ça nous a tellement impacté. Et même nous, en tant qu'entrepreneurs culturels, on a été plusieurs fois tentés d'abandonner.
Parce que tu te demandes, mais attends, c'est une malédiction, quoi. Qu'est-ce que tu fais encore dans ce secteur où ça ne va pas et tout le temps, vous êtes incompris, hein? Et je puis vous dire, même quand j'étais à l'ALT, souvent tu es gêné de parler de culture après avoir entendu nos confrères de la sécurité parler de la crise sécuritaire, des victimes et tout. Après, nos confrères du ministère de l'Action sociale et de l'Action humanitaire, quand vous les entendez parler, ou après le ministère de la Santé, après Covid, tu te demandes quel adjectif, quel nominatif tu utilises pour ne pas paraître à la limite inconscient. Hein? Pendant qu'on parle de ça, tu te permets de venir parler de ça. Mais pourtant, c'est aussi important les uns que les autres. On n'aura pas aujourd'hui ni demain autant de psychologues ou de psychiatres pour suivre chaque Burkinabé impacté par cette guerre, chaque VDP ou chaque FDS. Nous sommes des médecins. Nous soignons par la culture, nous soignons par nos spectacles, nous soignons par nos livres, par la musique. Et c'est ça qui va aider le Burkina de demain à se relever. Mais c'est des choses qui s'étalent sur 10, 20, 25 ans pour qu'on commence à en voir les résultats. Vous voyez? Mais je suis très heureux de voir aujourd'hui, par exemple, quand certains de nos partenaires peignent le Burkina en rouge, et vous allez sur la toile et puis vous voyez Aïcha Tremblay. Et on dit c'est de quel pays? On dit c'est du Burkina Faso. Mais c'est un pied du nez qu'on fait. Parce que si dans un pays où on est rouge, on arrive à trembler et que ça fasse, au lieu de trembler de peur, on tremble de joie, on tremble de vivre ensemble, c'est magnifique. Je me rappelle cette vidéo d'un de nos soldats. Moi j'adore danser, et quand j'ai vu ce soldat qui dansait sur la musique de Fally Ipupa, il paraîtrait même que Fally aurait demandé qu'il vienne à un de ses concerts tellement il danse bien. Vous voyez, aujourd'hui, ils ont réveillé l'orchestre de la police. Si vous suivez un spectacle de l'orchestre de la police, et j'espère que Jacob Bamogo va les inviter, ils sont magnifiques. Quand ils montent sur scène, c'est magnifique. Mais c'est comme ça aussi qu'ils combattent la peur. Parce que leurs familles, là, elles sont toujours en ville, elles sont toujours dans d'autres hameaux pendant qu'ils sont là-bas. Vous pensez qu'un soldat peut être galvanisé si dans son cœur, il a peur que sa femme, ses enfants soient en danger? S'il est rassuré que ça va chez eux, ça le galvanise pour continuer aussi le combat. Donc c'est l'étendue de aucun Burkinabé de quelque région que ce soit, de quelque secteur d'activité que ce soit, ne peut pas prétendre fonctionner normalement sans une expression culturelle. On écoute tous la musique dans nos voitures, on va au cinéma, on lit des livres, et c'est ça qui nous équilibre. C'est ça qui nous permet d'être de bons comptables, de bons ministres, de bons assistants, Je pense que c'est en cela que je pense qu'on doit profiter de l'occasion. Vous avez vu, par exemple, si je prends la Côte d'Ivoire, elle n'a jamais été aussi créative que pendant la période de la guerre. Le coupé décalé est né pendant la période de la guerre. Et tu vois, ils ont toujours eu cette force-là de pouvoir rebondir à travers la culture et notamment à travers la musique pour pouvoir rester debout, pour pouvoir rester résilient. Et c'est à cela que nous devons aspirer, c'est comme ça que nous devons fonctionner pour rester debout. D'accord. Les conséquences sont énormes, vous l'avez entendu, sur le secteur. Alors, de nos jours, quel est l'état actuel de la culture et l'art au Burkina Faso, Madame Kam? Je crois que actuellement, l'art n'a jamais été aussi vivace que maintenant. C'est vrai que je n'ai pas toutes les périodes historiques, mais pour le temps que je connais, c'est un domaine qui est devenu très prolifique, très inspiré dans toutes les filières artistiques et littéraires. Parce que ce qui se passe nous touche directement et chacun se sent interpellé et il fait sa création en fonction de ce qu'il pratique comme art pour contribuer, ne serait-ce que par des voies de mémoire ou pour la sensibilisation, la conscientisation sur le phénomène qui se passe. Parce qu'une chose est de savoir comprendre ce qui nous arrive, comment nous en sommes arrivés là. Une autre est d'arriver à se motiver et de façon réciproque.
Et pour ça, on est dans quand même une société, nous ressentons tout ce qui se passe autour de nous, en nous. Ça suscite quelque chose que l'on crée. Et pour emprunter le mot à Salif, du moins plus ou moins, on soigne l'âme, l'art soigne l'âme, l'art exorcise, l'art est un catharsis. Et pour ça, nous-mêmes, nous avons nos peurs que nous tentons de dépasser, parce que quelqu'un le disait si bien que l'ennemi, s'il arrive à te déstabiliser une seconde, il a eu le dessus sur toi. Donc il faut tout faire, et pour ça, il faut se faire un mental d'acier. Et l'art est un modèle de communication, quelle que soit la forme, et qui utilise les émotions. Parce qu'on ne peut pas toucher quelqu'un tant qu'on ne touche pas son émotion. Et là, à partir des images, des mots forts et vrais et sincères. Parce que quand quelqu'un aime quelque chose, c'est parce que ça lui parle. Un moyen d'expression très fort. Ça peut lui arracher des larmes, lui toucher. Et c'est par là même que le changement de comportement aussi arrive. Parce que dans le cas de la sensibilisation, vous avez parlé des feuilletons radiophoniques, on a beaucoup travaillé dans ce sens-là. Et le plus important, c'est arriver à amener les gens à un changement de comportement à travers une identification des choses qui leur sont proches, des personnages qui leur sont proches, qui leur parlent. Et c'est un miroir. Ils se voient à travers cela et ça les amène à adopter certains bons comportements ou à se blinder d'une manière ou d'une autre et à dépasser les peurs sur place. Et donc, on ne saurait vraiment faire tout le tour de ce que l'art peut apporter à l'humain et ce que nos productions aussi peuvent apporter à l'humain. Et je me dis que le gros travail commencera, comme il le disait, il le signalait, après cette dure épreuve. Et même pendant l'épreuve. Parce que il faut reconstruire les gens. Il faut les soigner. Et ce n'est pas un médecin qui peut les soigner. C'est vrai qu'il faut des psychologues, mais l'art est plus fort que la psychologie et ou la psychiatrie. Parce que à un moment, on avait eu un débat de réflexion et moi j'avais proposé, parce qu'on nous avait dit que il y a un groupe d'artistes qui sont allés voir le président. Et le président leur a demandé qu'est-ce que vous pouvez apporter dans la lutte contre le terrorisme. Et quand ils m'ont dit qu'ils se sont regardés, ils se sont levés, sortis pour aller réfléchir, j'ai dit mais c'est dingue ça. J'ai dit séance tenante, moi j'allais dire voilà ce que nous on propose. Dès demain, on peut dégager un canal, la radio. C'est pas pour rien que la plupart des ONG utilisent la radio pour sensibiliser les gens. On dédie, parce qu'on ne va pas aller bouleverser le programme déjà d'une radio établie. Comme pendant, en 2015, pendant le coup d'État, il y a eu une résistance qui s'est organisée à travers une radio clandestine. Et nous savons que tout le monde, quel que soit le type de téléphone que tu as, tu peux accéder à la radio. On dédie cela et les artistes se chargent d'animer. On aura de l'humour, on aura du conte, mais on va faire des reportages, des journalistes peuvent le faire au niveau des ethnies. Pour qu'on comprenne le lien, qui a l'historique des liens entre telle et telle ethnie. Les noms de famille, les patronymes, que l'on puisse redescendre, c'est-à-dire, comme il le disait, en sens, que l'on parle de nos héros, que les vieilles personnes âgées prennent la parole pour nous instruire, pour nous dire, toi, tu viens de telle descendance, de tel nom qui a tel lien avec ça. Voilà les hauts faits de tes grands-parents. J'ai dit, c'est de la littérature orale et ça peut se faire dans toutes les langues. Et ça parle à tout le monde. En dehors de ça, il y a la musique, il y a des pièces de théâtre, il y a des choses que l'on peut faire. Et ceux qui sont sur le front, on peut dédier une heure précise où on s'adresse à nos guerriers. Parce qu'ils ont besoin d'être galvanisés. J'ai dit, donc ça, c'est une réflexion comme ça que moi, j'aurais pu sortir devant le président. Et maintenant, on met un comité sur place avec les personnes ressources qu'il faut.
mettre sur pied le programme. Les journalistes sont associés, ça dit uniquement que ce soit quelque chose qui vient du Burkina, pour les Burkinabés, dans toutes les langues, on peut trouver. Par exemple, ça, c'est quelque chose qui est très bien. D'accord. Voilà. Et on peut le dire, malgré les difficultés que rencontrent les acteurs culturels, ils restent résilients. La résilience rime avec culture dans un tel contexte que nous traversons. Alors, Sayouba Jacob Amogo, comment les arts et la culture peuvent être utilisés comme moyen de résilience et d'espoir? Oui, comme l'a si bien dit mes prédécesseurs, nous avons vraiment l'avantage d'avoir notre culture. Et cette culture nous enseigne, nous éduque, nous accompagne toujours dans tout ce qu'on fait. Et je pense que si nous avons notre culture et toutes les langues, parce qu'il y a près de 60 et quelques ethnies et langues, donc qui veut dire si nous les exploitons pour sensibiliser, pour parler du vivre ensemble, il n'y a pas de raison qu'il y ait des soucis. Ça va nous permettre d'aller toujours de l'avant, si j'ai bien compris votre question. Oui. Et Salif Sanfo, quel est selon vous l'apport de la culture et des arts dans la reconquête du territoire national? C'est dommage que dans notre pays, et surtout dans notre secteur, on a mal à nos statistiques. On n'a pas une culture systématique de la statistique comme dans d'autres secteurs. Donc je ne peux que faire des simulations par inférence. Pour moi, l'apport est pluridisciplinaire et elle est multidimensionnelle. Ok? Pour moi, actuellement, je pense qu'on n'a même pas encore utilisé le 10e de ce que la culture aurait pu apporter pour la reconquête du territoire. En tant que profane, j'ai toujours été fasciné par des gens, donc comme les Bamogo là, qui peuvent envoyer la foudre pour foudroyer un voleur, pour foudroyer... Mais je me pose toujours des questions, pourquoi on ne peut pas aller foudroyer quelqu'un qui tue des gens? C'est ça. Peut-être que il n'y a pas eu la bonne approche, je ne sais pas. Il paraît qu'il y en a qui ont le pouvoir des abeilles, qui peuvent envoyer des abeilles. Mais moi, je pense que c'est maintenant qu'il faut aller chercher ces gens. Parce que c'est un pouvoir mystique et qui tire forcément ses relents, ses ressources dans nos cultures. Nos grands chamans, nos grands chefs de terre, ainsi de suite, je suis sûr qu'ils ont plein de pouvoir. Hein, voilà. Moi, je pense que c'est maintenant qu'il faut éventuellement les... Hein, mais je reste convaincu qu'il y a toujours des gardiens du temple qui sont là et qui ont des ressources qui ne demandent jusqu'à être activées. Mais souvent ces personnes-là ont juste besoin de la bonne approche. Qu'on vienne les voir, qu'on vienne... Voilà. L'une des armes de construction massive, parce que pour moi la culture est une arme de construction massive. De la même manière que on a des obus, on a des drones qui... Je pense que la culture a le même impact. Prenons juste un point qui est hyper important, mais actuellement on est en train de se gargariser de son existence alors qu'il est en train petit à petit de s'effriter. C'est la parenté à plaisanterie. Il y a des mécanismes ancestraux de prévention et gestion de conflits qui font que certaines ethnies ne doivent pas s'affronter. Mais ça arrive. Mais est-ce que ceux qui sont en train de s'affronter mesurent l'ampleur des actes qu'ils sont en train de poser? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ils en viennent à s'affronter alors qu'il y a des pactes qui lient leurs ethnies, leurs familles depuis des millénaires qu'ils sont en train de trahir? Et c'est peut-être parce que justement nous avons trahi plusieurs pactes comme ça que nous sommes dans cette situation. Moi je me rappelle dans les années 90, milieu des années 90, je venais de commencer à la radio Horizon FM, hein, et Moustapha Labitombiano, père son âme, avait lancé une opération SOS Rwanda, où chaque Burkinabé était venu déposer soit un pack d'eau, soit un bidon d'eau, et on avait eu plusieurs tonnes d'eau qu'on voulait amener au Rwanda. Mais tous nos parents, tous nos aînés disaient ça ne pouvait jamais arriver au Burkina parce que nous avons la parenté à plaisanterie.
Oui, on a la parenté à plaisanterie, mais qu'est-ce qu'on en fait actuellement? Combien savent aujourd'hui ce que vaut réellement la parenté à plaisanterie? Oui, il y a plein de gens. Moi, la dernière fois, j'ai été magnifiquement enseigné par un fait. Il y a eu un accident et la personne a cogné par derrière. Et s'il vous plaît, c'était un fond noir. Donc imaginez le gars derrière. Moi, j'étais juste derrière celui qui a cogné par derrière. Il était vraiment tétanisé. Il est descendu pour aller demander pardon. Et quand il est arrivé, juste en voyant les balafres, je commençais à le voir. Et puis après, j'étais curieux de voir. Et je voyais, comme je les ai dépassés parce que ça parlait, l'autre disait à son chauffeur, partons. Et j'ai baissé la vitre. Ah, si je savais que c'était un gars comme ça, j'allais cogner encore plus fort. Hein, ils n'ont pas eu besoin de constat. La parenté à plaisanterie. Rien que la parenté à plaisanterie, il n'y a pas eu besoin de constat. Et je pense que la parenté à plaisanterie a très vite compris, c'est les fondamentaux du droit, c'est ça, hein. Mieux vaut un mauvais arrangement qu'un bon procès. Vous voyez? Ben là... Un bon arrangement qu'un mauvais procès, oui, c'est ça. Voilà. Non, mieux vaut un bon arrangement qu'un bon procès. Voilà. Donc, c'est vrai. Si on mettait par exemple en avant la parenté à plaisanterie, si on faisait en sorte qu'on se réapproprie cette arme de construction et de consolidation sociale, mais il y a plein de conflits qui n'allaient même pas exister. Mais sans vous couper, est-ce que la jeunesse s'intéresse réellement à la parenté à plaisanterie? Mais est-ce que vous voyez, les mots aussi disent Saraltipare Zoyanzugu. Nikemzugu. Yampa Saralre. Les responsabilités sont partagées. Et je pense que les aînés, hier nous on nous appelait petits sans faux. Hein. Ça fait 30 ans déjà. Donc les responsabilités sont partagées et évoluent. Et aujourd'hui, on a plusieurs plateformes dans lesquelles on doit s'obliger. Souvent, on te dit des choses sans t'expliquer même le contenu. Oui, bon, vous ne devez pas faire ci, vous ne devez pas faire ça, vous. Pourquoi ça ne se fait pas? Quels sont les liens, ainsi de suite? C'est vrai qu'il y en a souvent, avec pourquoi on va se demander même pourquoi Dieu fait ci, pourquoi Dieu fait ça. Après, on peut très vite tomber dans des blasphèmes. Mais je suis convaincu, il y a des jeunes qui sont intéressés, mais il y a des vieux qui n'ont plus le temps. Oui. Il y a des vieux qui logiquement devaient le faire, mais font autre chose. Et bon, si on va rentrer vraiment, on va ouvrir une boîte de Pandore parce qu'il y a tellement de préoccupations. Et vu qu'actuellement tout est urgent, bon, dans l'urgence, c'est compliqué. Donc je pense qu'il y a des... les enfants il faut, dès le bas âge. Voilà, c'est dit dès le bas âge, il faut éduquer les enfants. Déjà même à comprendre leur langue, à comprendre certains interdits, à comprendre le langage de la nature, de la tradition, la bienséance. Regardez, la dernière fois, j'ai demandé, mais pourquoi à chaque fois, quand quelqu'un vient, on dit qu'il faut qu'il boive l'eau avant de parler? Mais la réponse m'a édifié. Alors, même la longueur de salutation, nous aujourd'hui on trouve que c'est lassant. Mais c'est pour désamorcer des bombes. Parce qu'il y a des gens qui viennent pour la bagarre. Et donc, quand tu arrives, même si tu es énervé au point d'en arriver aux mains, l'eau du Canari, après avoir bu, ça vous calme, ne serait-ce que de 10 ou 25% ou 50%. Et les salutations, après les salutations, même si c'était une bagarre, vous allez désormais mettre de la forme. Regardez tout simplement un geste anodin, l'eau de bienvenue. Regardez la case. La case s'appelle Suguro. Suguri, c'est quoi? C'est le pardon. Mais c'est le foyer en vérité. C'est la maison du pardon. Mais s'il y a beaucoup de divorces aujourd'hui, c'est parce que le pardon, on a plus... Non, moi, on ne me fait pas ci, moi, on ne me fait pas ça, moi, on ne me dit pas ci, moi, on ne me dit pas ça. Mais c'est le non seulement. Et même pour mettre la paille, pour mettre le toit, on dit « Haya haya nzekut suguri ». Ça veut dire
il faut un travail collectif. Tu ne peux pas le faire seul, quelle que soit ton intelligence. C'est un travail collectif. Et rien que des petites choses comme ça nous passent des messages, mais encore faut-il s'intéresser à ces messages pour comprendre. Donc on a beaucoup de mécanismes de prévention et de gestion de conflits. Parce que aujourd'hui, par exemple, beaucoup de jeunes vont se faire enrôler. Mais est-ce que quelqu'un qui aime son pays va faire cela? Non. Mais nous attendons tous quelque chose de notre pays. Mais le président américain l'a si bien dit. Bon, à un moment, il va falloir se demander, au lieu de se demander qu'est-ce que mon pays fait pour moi, mais qu'est-ce que je fais pour mon pays? Vous voyez? Et je voulais profiter vraiment pour dire que la création d'emplois en la matière est très importante. Parce que quand les gens sont désœuvrés, quand les gens n'ont pas grand-chose à faire, et en plus du fait qu'ils ne comprennent pas leur culture, ils ne comprennent pas leur tradition, ils ne comprennent pas tous ces mécanismes-là, ils sont facilement enrôlables, ils sont facilement manipulables. Vous voyez? Donc c'est des effets de cause à effet. Il y a tellement de choses qui doivent être faites que si elles ne sont pas faites, bon, après on va payer la facture. Voilà. Donc je pense que la culture a beaucoup à apprendre. Et si on parle extrapolation, la culture, la communication, puisque les industries culturelles et créatives, les télévisions, les radios, les réseaux sociaux, aujourd'hui le digital, ils font partie des industries culturelles et créatives. Les jeux, hein? Qu'est-ce que Pif et Hercule peuvent faire que Bassamba et Bakatra ne peuvent pas faire? Vous voyez? Vous voyez que maintenant, petit à petit, Hollywood est en train de venir pour faire des films sur nos légendes. Ils ont commencé déjà par la légende des Béninois, les Amazones. Si on y prend garde, demain ce sera sur Yenega. Mais les royalties, les digital right management, tous les droits d'auteur, c'est eux qui vont tirer les dividendes. Et quand ça sera au box-office, ce sera des milliards de projections, c'est eux qui vont tirer les dividendes. Nous sommes un pays de cinéma, il n'y a rien à faire, il faut qu'on investisse dans l'art, le 7e art. Et tous les arts, l'architecture, il faut qu'on revoie, on parle de réchauffement climatique, il faut qu'on fasse des habitats qui prennent en compte l'isothermie. La santé, aujourd'hui, tout le monde est malade, les cancers, les arrêts cardiaques, ainsi de suite. Mais c'est quoi? C'est la nourriture. Il faut qu'on revoie notre manière de manger, notre manière de se soigner. Tout ça est culturel. Je me demande, aujourd'hui par exemple, et ça je suis très admiratif de ce que le gouvernement de la transition a fait. Aujourd'hui, dans tous les ministères, il y a maintenant un responsable de la question de sécurité. Moi, je rêve d'un responsable de la question culturelle dans tous les ministères. Parce que, quel que soit ce que vous allez faire, vous êtes obligé après de regarder un peu les relents culturels. Il y a des toilettes qu'on a faites. Bon, je suis ambassadeur de bonne volonté, eau potable, hygiène et assainissement. Et les toilettes qu'on a faites chez mes parents à Plaisanterie, Peul, ils ne sont jamais rentrés. Tout simplement parce que c'est la Kibla. C'est vers l'Est. Culturellement, ils ne peuvent pas. Et il y a des forages, comment on appelle ça, des adductions d'eau qu'ils ont construites à côté de l'arbre à palabre. Et puis après, tout le village a pris feu. Tous les jours, les hommes battaient leurs femmes. Ça n'allait pas. Et au bout de 2-3 mois, on s'est rendu compte que c'est parce que l'adduction d'eau est à côté de l'arbre à palabre. Alors que les projets disaient que les femmes marchaient 10 km, elles sont fatiguées, il faut qu'elles soient à côté de leur maison. Alors que quand les femmes se mettent en file indienne pour aller puiser l'eau, elles profitent pour se parler. Elles profitent pour critiquer leur mari. Elles profitent pour se conseiller. Quand elles arrivent avant d'enlever l'eau, elles se baignent, elles se racontent de belles histoires. Les plus aînés conseillent les plus jeunes. Oh, laisse tomber, il ne faut pas prendre ça en considération, ainsi de suite. Et ça a équilibré les foyers. Mais à cause du fait que l'adduction d'eau était juste à côté et que l'arbre à palabre était à côté, elle n'arrivait plus, donc plus de conseils, et ça commençait à dégénérer dans tout le village. Je ne souhaite pas que nos mères fassent 10 km ou nos femmes fassent 10 km pour aller chercher de l'eau, mais s'ils avaient trouvé un autre point loin de l'arbre à palabre, elles allaient s'y les trouver, et puis critiquer, et puis se conseiller, et puis le village allait bien se porter. Donc vous voyez, il y a tellement de petites choses, voilà, ça apporte la cohésion sociale, ça apporte le vivre ensemble, voilà, et je pense qu'il ne faut pas attendre la fin de la guerre, c'est maintenant qu'il faut commencer à activer ces relents, ces ressources endogènes
de prévention et de gestion de conflits, de communication sociale, de communication pour le changement de comportement. Okay, la culture participe d'une manière ou d'une autre à la lutte contre l'extrémisme violent, dans la mesure où la culture est une construction de la paix à travers les arts. Exact. Alors, 70% de la population burkinabé est considérée comme analphabète. Les arts permettent donc de communiquer plus efficacement des messages de paix. Comment les artistes, à travers leurs œuvres, peuvent-ils apporter leur contribution à cette lutte commune, Monsieur Bamogo? Je pense que ma voisine avait quelque chose à dire, mais bon, c'est pas grave. À ce niveau, je pense que tout un chacun doit s'y mettre pour, en tout cas, trouver des voies et moyens, comme l'a si bien dit mes prédécesseurs, pour qu'il ait la paix. Parce que nous avons beaucoup de qualités au niveau culturel. Et je pense à travers tout ça, ça peut nous permettre de préparer toutes ces choses-là. C'est-à-dire, il faut commencer, comme on l'a dit au début, l'éducation surtout des enfants. Il faut que les enfants comprennent l'importance de notre culture pour pouvoir mieux faire certaines choses. Et prévenir, pour mieux prévenir que guérir. Parce qu'aujourd'hui, comme il le disait, la petite histoire, il y a une rencontre, je ne vais pas aller dans les détails, mais et à la rencontre en question, c'était un problème de Peul ou de l'autre ethnie et l'autre ethnie, et j'ai demandé, est-ce qu'il y a eu un forgeron qui y était? On m'a dit non, c'est le chef de tel village qui est allé. J'ai dit oui, mais ça m'inquiète. Parce que cette situation risque ça risque d'évoluer malheureusement dans d'autres conditions. On m'a dit non, chez le chef là, c'est pas n'importe qui. Bon, c'est un chef effectivement, Dima de Bousma, c'est pas n'importe qui. Mais il n'a pas le rôle de médiateur. Il y a des gens qui sont nés pour ça. Ils sont au service du peuple, ils sont au service de la population. Malheureusement, et effectivement, après à peine 2 mois, 3 mois, ça s'est éclaté. Et la personne que j'ai dit, c'était un député, j'ai dit, oui, mais vous avez vu, non? Je disais que non, il y a eu incompréhension. Je dis, bon, moi je ne sais pas, je suis petit, je ne m'y connais pas, mais on nous a enseigné qu'il y a des familles qui sont créées pour ça. C'est leur mission, c'est la cohésion sociale. Vous ne pouvez pas prendre quelqu'un, parce qu'il est chef suprême, et vous l'amenez, il ne peut rien faire. Parce que ce qu'il dit, ça n'a rien à voir avec la réalité et nos traditions, il y a un sens. Et c'est surtout dans ce sens qu'il faut que ce soit les autorités, que ce soit les personnes, en tout cas, qui veulent qu'il ait la paix, qu'on puisse aller très loin avec tout ce qu'on vit. Et puis oublier tout ce qu'on vit actuellement là, que ce soit notre passé. Il faut qu'on commence maintenant à préparer la jeune génération, à préparer tout le monde dans ce sens. C'est-à-dire qu'on sache qui est qui. Et dans notre communauté, telle famille, leur rôle c'est ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça va permettre à tout le monde de comprendre l'importance de la cohésion sociale. Nous tirons vers la fin de l'émission, pardon. Alors, très rapidement, Madame Sophie Kam, à travers la littérature et la poésie, comment peut-on apporter sa contribution à la paix au Faso? Avant de répondre à cette question, je voulais rebondir sur quelque chose que Salif a dit. Okay. Au niveau des leviers traditionnels, comment on peut se fonder sur ça pour la reconquête du territoire. C'est juste un exemple que je prends par rapport à ma région, le sud-ouest. Et je ne sais pas, vous avez dû voir comment les chefs traditionnels ont fait sortir tous les petits chefs de tous les villages qui sont venus avec des délégations et chacun a dû jurer sur le fétiche que si quelqu'un... En fait, chacun donne la parole avec Dadi. Voilà, il prend l'engagement. L'engagement au nom de tout le monde. Donc, et ça a des conséquences très très graves. Et les jeunes là-bas connaissent l'importance de ce genre de serment que l'on fait. Et ils ne s'amusent pas. Ça, c'est déjà quelque chose. Il y a aussi la question de la parenté à plaisanterie. Et comme je le dis,
j'y crois fermement, je le dis tout le temps, tout part de la cellule familiale. Parce que quand on prend un père qui ne connaît même pas l'historique de la parenté en plaisanterie, d'abord les différentes ethnies qui constituent la parenté à plaisanterie, comment il va pouvoir transmettre ça aux enfants. Et donc c'est une question de famille, cellule familiale, parce que la société est constituée de cellules familiales et ce sont ces cellules-là qui grandissent petit à petit. Donc c'est important que l'on revienne à cela, et la langue compte beaucoup parce que c'est le vecteur qu'il faut. Ce que moi je peux dire à ce niveau, parce que nous avons fait un certain nombre d'expériences avec suivi, évaluation, on a vu que ça a donné des résultats très très probants. Moi je me fonde toujours sur les langues et la radio. Le média est très important. La télé c'est bien, mais quand on prend au niveau du Burkina Faso, combien % de gens ont accès aux productions audiovisuelles? Ils ne sont pas nombreuses. Et la scène non plus. Du coup, la radio, si l'on veut toucher la majorité de la population, c'est ce qui peut être fait. Que ce soit dans la boucle du monde, que ce soit à Diapaga, dans la zone de Bogandé, à Dori. On a eu à travailler à partir de certains feuilletons radiophoniques sur des thèmes précis, selon une certaine méthodologie. On écrit, on va d'abord faire un bain civilisationnel, entre parenthèses, ce qu'il était en train de dire par rapport à l'eau, le puits qu'on a eu à creuser. Les choses ne se font pas au hasard. Parce que quand on veut aller faire un travail au bénéfice de la population, il faut associer les personnes ressources qui vont dire, indiquer, venez avec vos millions, vous voulez faire des forages. C'est eux qui peuvent vous dire où est-ce que ça peut être fait. Et maintenant, si ça coïncide qu'il y a une nappe d'eau, vous vous débrouillez là-bas. Sinon, c'est du n'importe quoi qui se fait. Et c'est pourquoi, justement, au niveau des feuilletons radiophoniques, quand on va, il y a le cadre moral et juridique et religieux de la zone. On fait un bain civilisationnel et ce sont des gens qui maîtrisent la langue. Les feuilletons sont écrits en djoula français, par exemple pour la boucle du Mounou. Les comédiens sont pris sur place. Mais pour constituer la banque de notes, durant la période de la planification des épisodes, il y a des personnes ressources, il y a un imam. Et l'Église catholique envoie un représentant. On a un chef traditionnel, parfois ils sont deux. Beaucoup de gens viennent parce qu'il ne faut pas heurter les sensibilités. Quand on a un personnage qui a un comportement mauvais, on ne va pas lui donner le nom Salif. Parce que ça va heurter les musulmans. Bon. Une sensibilisation pour que les gens arrêtent de boire, de fumer. On ne va pas donner le nom salif à quelqu'un qui est ivrogne. On va heurter les sensibilités, être cause même de tensions religieuses. Du coup, ce sont des noms locaux. Il y a Zizuma, et il y a des noms de toutes les ethnies de la zone. On prend ces noms botaniques, on les utilise, on évite de... Voilà. Donc c'est important de travailler avec les gens qui sont sur place, parce que c'est eux qui savent ce qui peut aller avec eux. Par exemple, madame. Nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Il y a tellement de choses à dire sur la culture que le temps imparti qui nous est accordé est déjà à son terme. Donc, nous allons mettre fin à cette émission. Merci vraiment à vous d'avoir participé et d'avoir donné vos impressions sur la contribution de la culture dans la lutte contre le terrorisme. Alors, en rappel, nous avons eu comme acteur sur ce plateau Monsieur Salif Sanfo, communicateur, entrepreneur culturel, ancien député à l'ALT1, représentant la société civile culturelle, promoteur du festival Bonne Année et Ouistiti d'Or. Madame Sophia Edikam, poétesse, nouvelliste, romancière, dramaturge et auteur de contes, spécialiste dans la scénarisation radiophonique. Mais nous allons vous présenter ce livre qui est la plateforme et qui a été initié du moins par la plateforme culturelle, et ce livre est intitulé Décentralisation culturelle et développement local, recueil des textes législatifs et réglementaires applicables aux collectivités territoriales au Burkina Faso. Exact. Nous allons en reparler peut-être une prochaine fois. Avec plaisir. Alors, merci à vous et merci également à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. Et bonne suite de programme sur Burkina Info. Merci.